Deuxième notion, le blitzscaling, la vitesse. Voilà. Alors ça, vous l'avez dans Harvard Business Review, c'est un certain Reid Hoffman, c'est le patron fondateur de LinkedIn, qui nous dit, alors tiens, voilà un truc qu'on raconte dans le numérique, le premier ramasse la mise, le premier ramasse tout. C'est faux. Plus exactement, c'est pas tout à fait exact. C'est le premier à l'échelle ramasse la mise, ce qui est quand même pas tout à fait pareil. Ce qui veut dire que ce qui compte, c'est pas d'avoir une idée, c'est d'être le plus rapide. Et comme il a ramassé la mise, ben après les autres, c'est fini. Regardez pour une petite démonstration, voilà, Uber n'était pas le premier. Alors si vous cherchez, vous allez avoir un peu de mal à comprendre. En fait, Lyft s'est renommé en 2012, mais avant, ça portait un autre nom que j'ai déjà oublié. C'était une sorte de blablacar, plus ou moins urbain, et c'est eux qui ont vraiment inventé le business. Yahoo, Google, on passe au silence, etc. Et Airbnb aussi n'a pas inventé le modèle. Ces plateformes amènent de la valeur client. Très important, elles n'oublient pas que comme ce sont des intermédiaires, elles ont deux clients. Donc elles veulent apporter de la valeur aux deux clients. Premier client, le client que nous sommes tous, va amener un service, on l'a dit dans la table ronde, de meilleure qualité, disponible, pratique, fiable, transparent, même avec un contrôle du budget. Ah, mais ça, Uber ne le fait pas. Hein. Uber vous dit, pour aller de tel endroit à tel endroit, c'est compté entre temps et temps. Vous avez aujourd'hui des concurrents en France, par exemple chauffeur privé, qui vous dit, c'est temps. C'est temps et je le respecterai. Donc, ça, c'est une information qu'on n'avait pas avec le taxi. La seule chose qu'on avait, c'est que la préfecture disait, ça ne sera pas plus de temps de la péréquation temps kilomètres, auquel on ne comprenait rien, mais on savait que d'un taxi à l'autre, ça serait la même chose. Ça, on était sûr. Et on n'oublie pas la valeur au deuxième client, le client qui est le collaborateur prestataire d'Uber, on ne sait pas comment l'appeler, qui est de réduire le temps d'attente, ou le temps d'attente à la station, ou le temps d'attente en train de rouler, à consommer de l'essence, ce qu'on appelle la maraude, parce qu'on va trouver plus de clients, ou de réduire la formation. Un taxi parisien, pour avoir sa licence, fallait qu'il puisse répondre à la question comment on va dans telle rue, la petite rue où personne ne va, et quel est le trajet le plus optimisé. On s'en fiche. N'importe quel GPS le fait mieux. Il y a même mieux qu'un GPS aujourd'hui, c'est Waze. Hein, il vous donne même effectivement l'heure à laquelle vous allez arriver. Donc c'est là où la technologie effectivement amène quelque chose avec lequel il n'est même pas envisageable de se battre. La liquidité. Ah, encore un gros mot. Qu'est-ce qu'apportent ces gens comme Uber? C'est la liquidité sur le marché. Ben, tout simplement, vous avez des files d'attente, soit de gens qui attendent des taxis, soit de taxis qui attendent des clients. C'est pas optimisé comme système. On pourrait fluidifier tout ça. C'est ça l'idée de base. Donc, en fluidifiant, on va avoir plus de clients pour les taxis, plus de taxis pour les clients, et ainsi de suite, et c'est super, et on va prendre une marge là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? On peut optimiser le temps d'attente pour les clients. On peut optimiser le temps d'attente pour les taxis. On peut aussi optimiser le temps dans les embouteillages. Quand on voit le compteur qui tourne, des fois, on se dit, laissez-moi là, je finirai à pied. Le taux de remplissage. Ben oui, on n'a pas fini d'optimiser. Pourquoi prendre un taxi? On est tout seul dans le taxi pour aller à un endroit. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va presque au même endroit, on pourrait être deux dans le taxi. Eh bien, vous inquiétez pas, hein, ces idées-là, ils les ont. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, évidemment. Quand on parle de disruption, on va revenir à un autre publicitaire français, Jean-Marie Dru, c'est lui qui a inventé le mot il y a 20 ans. Pour lui, c'était clair, c'était quand quelqu'un arrive sur un marché et que c'est une innovation, une vraie innovation, pas une innovation de continuité, une innovation de rupture. Voilà. Mais en fait, le terme a été popularisé par un prof de Harvard qui s'appelle Christensen, qui lui a théorisé tout ça, tout le monde en a parlé dans le monde entier, tous les consultants disruptent un maximum partout. Et dans la théorie, il y a une notion très très précise, c'est on ne disrupte qu'en arrivant sur un marché par le bas. On fait du bas de gamme, on casse les prix, et puis après, éventuellement, on remonte en gamme. Bon, aujourd'hui, cette analyse est largement contestée, et M. Christensen est un petit peu ennuyé. La première chose qu'il a dite, par exemple, c'est que l'iPhone n'était pas disruptif. Bon, ça commence à être un peu compliqué aujourd'hui pour s'expliquer, notamment parce qu'il n'arrivait pas par le bas de gamme. Je vous rappelle qu'Uber n'est pas arrivé par le bas de gamme. Uber, c'est mettre en place, comme des quasi-taxis, un service de VTC qui était a priori plutôt haut de gamme.
et l'amener à un prix qui n'était pas très différent. Donc c'est plutôt du haut de gamme. Et qui pourrait dire que Uber n'est pas disruptif? Donc vous voyez que derrière ça, il y a quand même un certain nombre de discussions, enfin bon, peu importe, j'avance vite. Un élément absolument essentiel dans le digital, la confiance. Bon, donc c'était une provocation. Non, c'est un élément absolument essentiel dans le business, la confiance. Donc on redécouvre avec le business digital un certain nombre de règles de base, c'est qu'on achète quand on a confiance. Cours numéro 1 du vendeur, tant que le client pense toujours qu'il va se faire avoir. Tant que vous ne lui avez pas ôté ça de la tête, il met des rétrofusées, il n'achète pas. Quand ça, il ne l'a plus en tête, arrêtez de vendre, c'est lui qui va acheter tout seul. Ben, dans le numérique, ce problème-là, on l'affronte depuis 20 ans. On avait imaginé des tiers de confiance, des dispositifs hyper compliqués. Ça fait partie des années qu'on a racontées. Puis un jour, eBay arrive et dit ben moi, je vais vous donner un bouton de vote, et puis je vais agréger tous les boutons de vote. Et puis quand vous savez qu'il y a 3000 personnes qui pensent que je suis un type vraiment bien, que je rends vraiment des bons services, et que je fais toujours ce que je dis, ben en fait, vous en savez plus sur moi que sur le commerçant du coin, qui a peut-être 300 procès aux fesses. Donc la confiance, c'est essentiel, et ça, elles l'ont bien compris. Ces plateformes, par exemple, par les recommandations sociales, font en sorte que quand vous allez avoir votre VTC qui va arriver, vous avez déjà vu sa tête, vous savez exactement la marque de sa voiture, vous l'avez déjà vu, et vous savez combien elle a été évaluée par les gens. Donc vous avez plus d'informations que vous en avez dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, de la perception que vous avez dans la vraie vie. C'est là où il y a quelque chose qui est effectivement disruptif. La transparence, la traçabilité, la facilité, on voit jusqu'à des estimations préalables du coût, et dans certains cas, pour certaines plateformes, on tient son engagement, on vous a dit c'est 45 €, ce sera 45 €, pas 1 € de plus. Évidemment, si vous voulez une facture, vous aurez le détail. Ça veut dire que fini le taxi qui vous balade un peu parce que pour augmenter un peu la note. On sait effectivement vous dire précisément par où on est passé et combien ça a coûté. Et puis enfin, et ça c'est absolument essentiel, c'est la sécurisation des paiements, et ça va même plus loin, c'est le paiement à l'avance. Dans certains business, c'est ce qui a tout changé. Pour Blablacar, ça végétait pendant des années, jusqu'à ce qu'un des business angels de Blablacar dit « Mais ça me fait penser à mon modèle à moi, pourquoi vous ne faites pas payer d'avance ?» Parce que, évidemment, quand on fait du covoiturage et qu'on dit « Bon, alors on va se retrouver où? Alors toi, je te prends sur le parking de Carrefour à tel endroit, à telle heure, et toi, à tel endroit, 15 minutes plus tard, au feu rouge, machin. » Il se passe quoi si les gens ne sont pas là? On attend combien de temps? Ça flinguait le modèle, hein. On ne pouvait pas avancer comme ça. Si les gens ont payé leur écho, pas beaucoup, bah la règle, elle est connue, hein. On attend 5 minutes, au bout de 5 minutes, vous partez. De toute façon, c'est payé. Vous avez essayé tous Airbnb. C'est quand même violent comme méthode. La première fois que moi j'ai fait ça, j'avais quand même je me suis dit, je rêve ou quoi? Vous payez pour réserver. Non, c'était juste pour passer, pour voir une question. Non, pour poser vraiment la question pour de vrai, il faut vraiment renseigner la question, votre carte bancaire, etc. Elle ne sera pas débitée tout de suite, mais... Donc forcément qu'avec des systèmes comme ça, vous avez résolu le problème de la confiance, qui est un des problèmes classiques du digital, puisque c'est dématérialisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'informations, on a plus confiance, dans beaucoup de cas, en passant par ces plateformes, que quand on est en face à face. Ça, c'est une révolution.